Nous sommes à Plovdiv, seconde ville de Bulgarie, et le fleuve que vous voyez, c'est la Maritsa. La Maritsa est un fleuve peu profond qui prend sa source dans le parc national du Rila et qui ensuite passe à Plovdiv, s'échappe de Bulgarie et vient constituer la frontière entre la Grèce et la Turquie. Je me propose en 2 jours de filmer les principales curiosités de cette ville de Plovdiv, qui est ville européenne de la culture 2019, au même titre que Matera dans le sud de l'Italie. Sculpture du pont sur la Maritsa. En amont, on aperçoit la curieuse passerelle piétonne. Nous la verrons en fin de parcours de la ville basse. Plovdiv a eu une histoire particulièrement agitée. Vous allez me dire que c'est le cas de nombreuses villes, mais ça bat tous les records ici. Je me place à côté du drapeau bulgare pour vous faire une petite dissertation. Je rappelle donc la signification des 3 bandes. Le blanc, qu'on ne voit pas beaucoup, et qui symbolise la paix. Le vert symbolise la fertilité de la terre bulgare. Et le rouge, le sang des patriotes qui ont libéré la patrie. Plovdiv serait la plus vieille ville d'Europe. Elle est en tout cas aussi vieille que Rome et Athènes. On a retrouvé des traces d'habitation datant de 8000 avant Jésus-Christ. Les traces sont arrivées dans la région et aux alentours de l'année 1200 avant Jésus-Christ, ils ont fondé une cité, Eumolpia. Eumolpia a été conquise en 342 avant Jésus-Christ par Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Et il l'a rebaptisée Philippopolis, la ville de Philippe. La ville a ensuite été conquise par les Romains du temps de l'empereur Claude. Et elle a été rebaptisée Trimoncium parce que le noyau originel se trouvait sur 3 collines, 3 monts, Trimoncium. Il y aurait 7 collines à Plovdiv, dont une aurait été arasée par le Parti communiste, dit un guide. Après 2 siècles de gestion par les Romains, la ville est pillée par les Goths. Et ensuite, les Slaves viennent la peupler. Elle s'intègre au premier empire bulgare. Elle est ensuite conquise par les Byzantins. Puis elle revient dans le sein du second empire bulgare, avant d'être conquise pour 5 siècles par les Turcs. La ville s'islamise. Les chrétiens sont tolérés et ils habitent justement sur les 3 collines du début. Ces 3 collines constituant le noyau de la vieille ville sont particulièrement remarquables à visiter aujourd'hui. Les Turcs ont rebaptisé Plovdiv Filibé. Au XIXe siècle, un mouvement, l'éveil national, qui tente à l'indépendance bulgare, se développe. Le 5 janvier 1878, la ville est libérée par les troupes du général Gourko. Le congrès de Berlin de 1878 fait de Plovdiv la capitale de la Roumélie orientale, province vassale de l'Empire ottoman. Encore quelques années, et en 1885, la Roumélie orientale s'unit à la principauté de Bulgarie, capitale Sofia, en un royaume unifié de Bulgarie.
Comme vous le voyez, les bords de la Maritsa ne sont pas hyper plaisants et auraient besoin d'un aménagement. Mais ne vous découragez pas, ce que vous allez voir est bien plus intéressant. Nous allons à présent effectuer un itinéraire dans la ville basse qui va nous mener de la place centrale de Plovdiv où nous sommes jusqu'à la Maritsa. La place centrale est un lieu immense qui a été édifié selon les normes d'urbanisme de l'ère communiste. La poste centrale n'a aucun cachet, mais en revanche, d'autres édifices aux teintes pastel montrent que Plovdiv mérite un détour. Face à nous, la colline de la Cloche, l'une de ces fameuses collines de Plovdiv, qui en fait de cloche n'offre qu'une antenne de télécommunication. Plovdiv 2019, une grande consécration pour la ville. Tel est le sens de cette affiche qui est disposée sur cette salle de concert. Oui, la poste, ça n'est pas excessivement réussi. L'hôtel Victoria, en revanche, ancien hôtel Trimoncium, est beaucoup plus cossu. Une belle artère plantée de platanes par ici. La rue du Tsar Alexandre Ier de Battenberg se détache de la place centrale et offre des merveilles. Un monument militaire se dresse sur la place centrale, mais je ne vous en dirai rien, car je ne parle le bulgare que sous la torture. Jeu d'eau à l'entrée des jardins du Tsar Siméon. Autre aspect de la poste dont on voit bien qu'elle est marquée de l'empreinte stalinienne. Au nord de la place, des fouilles archéologiques ont mis au jour les traces du forum romain, de l'antique Trimoncium, le nom romain de Plovdiv. Dans cette fosse, on voit les soubassements d'anciennes maisons, ainsi que les colonnes de ce qui devait être un temple. À mon avis, elle a été déposée là a posteriori, pour faire couleur romaine. De ce point, on voit la masse de l'ancien hôtel Trimoncium. Sur les 3 colonnes, il n'y en a plus qu'une qui porte un chapiteau sculpté. Avant de découvrir les charmes baroques de la ville basse, nous allons faire un petit tour dans le jardin du Tsar Siméon. Ce parc du Tsar Siméon a été dessiné par un architecte suisse,
Lucien Chevalas en 1892 pour accueillir une exposition internationale d'architecture. Le jardin du Tsar Siméon est planté d'arbres vénérables. Cependant, je suis surpris de constater qu'en Bulgarie, les marronniers d'Inde souffrent autant, sinon plus qu'en France, de cette maladie qui rend les feuilles jaunes avant l'heure. Un rayon de soleil aurait été le bienvenu, mais il est assez avare depuis le début de mon séjour en Bulgarie. Impossible de vous dire quelle est cette personnalité qui porte de si belles bacchantes. Nombreuses fontaines et sculptures. Celui-ci a à peu près résisté, mais celui-là est cuit. Je ne sais pas qui c'est, mais ça n'avait pas l'air de rigoler. La Bulgarie n'est pas avare en espaces verts. Déjà en visitant Sofia, j'ai pu noter qu'il y avait beaucoup d'arbres plantés dans les rues et de nombreux jardins et parcs. Cet homme, Naiden Gerov, est un politicien. Et vous n'en saurez pas plus, car j'imagine que votre intérêt sur cette question est limité. Ce double kiosque est très charmant et inhabituel. Au printemps, les parterres doivent être encore plus fleuris que cela. Mais nous sommes fin septembre. Les éternels airs avec balançoire attirent les plus jeunes. En matinée, il n'y a pas trop de concurrence sur les bancs. Nous allons vers le fond du parc où l'on trouve un lac. Cette fois, le soleil arrive en force. Profitons-en. La municipalité a pensé à installer des HLM ornithologiques. On arrive en vue du lac.
Nous parvenons au niveau du lac qui, comme vous le voyez, est tout simplement artificiel. Ces jeux d'eau sont plus jolis à voir le soir parce qu'ils sont colorés. D'ici, on peut voir une autre des collines de Plovdiv. Sur cette colline, une sculpture qui m'a tout l'air soviétique. Nager dans le lac est strictement interdit. Un beau Ginkgo biloba. Revenons vers la place centrale. L'art moderne à ciel ouvert. Un vague air de Jules Verne ou de Victor Hugo.
Tout le monde avait un peu la même coupe à l'époque. Les arbres dans le coin sont vénérables. Ils ont vraiment dû être plantés il y a bien longtemps. Y a-t-il un fromage quelque part? Le moustachu de tout à l'heure. Certains sont en pierre et d'autres en chair. Nous voici revenus à proximité de la place centrale. Cette fois, le soleil nous encourage à poursuivre la visite. On repasse devant les ruines romaines et donc direction rue Alexandre Ier de Battenberg, qui a été le premier tsar moderne de la Bulgarie indépendante. Avant d'aborder la rue Alexandre Ier de Battenberg, juste un coup d'œil sur cette rue Esplanade, William Gladstone. Il s'agit d'un homme politique britannique qui s'est indigné de la répression par les Turcs de l'insurrection bulgare d'avril 1876. Donc les Bulgares lui sont reconnaissants. Ceci nous montre que Plovdiv est très vivante, très animée, et encore ce n'est rien par rapport à ce que vous allez voir. Voici le début de cette rue piétonne qu'est la rue Alexandre Ier de Battenberg. Avant de la voir en détail, jetons un petit coup d'œil cependant derrière la poste, car il y a d'autres ruines romaines. Au nord de la poste, il y a encore des travaux de dégagement. La Grèce n'est pas loin. Et voici derrière la poste l'Odéon romain, qui a été réaménagé pour abriter quelques concerts.
Revenons à la rue Alexandre Ier de Battenberg. Attention à ne pas ruiner les ruines. Dirigeons-nous vers la place Stefan Stambolov, où se trouve l'hôtel de ville de Plovdiv. Dommage qu'il y ait ces appareils pour la clim sur la façade. On croirait un peu la rue d'un Disneyland. L'hôtel de ville est sur notre gauche. Il est dans un style néo-baroque. L'hôtel de ville a été construit entre 1911 et 1914. À Plovdiv, on aime la couleur. La place Stambolov est vraiment très agréable pour faire une petite pause. Après un bon petit repas chez Rafi, la visite se poursuit. L'enseigne McDonald's a investi les locaux de l'ancien Balkan Cinéma. Le Balkan Cinéma avait été construit en 1938-1940 par un architecte fonctionnaliste. À cet endroit, nous avons vraiment l'impression d'être dans une Bulgarie très moderne, comme dans toute ville européenne, à l'Occident. La rue du Prince Alexandre Ier de Battenberg est la voie principale du centre-ville. D'allées décorées de quelques sculptures contemporaines, aménagées en rue piétonne, elle s'insère en décrivant une courbe peu perceptible au premier abord. Théâtre.
Certaines façades sont encore décrépites. On peut imaginer ce que c'était à l'époque communiste. Ça et là, des immeubles néo-baroques dont les façades sont chargées de moulages de stucs, de statuettes et de frises. Un immeuble rose bonbon de 1922. Nous sommes ici dans une Bulgarie qui fait un peu dans l'austro-hongrois, bien qu'elle n'a jamais fait partie de l'Empire. La fameuse colline de la cloche, sans cloche. Les enseignes, souvent occidentales, se succèdent. L'une des spécialités de la Bulgarie, ce sont les produits faits à base de roses. À proximité, au nord de Plovdiv, il y a la Rozova Dolina, la vallée des roses. Et les essences permettent de faire des crèmes, des savonnettes, même des bonbons ou de la confiture. Toutes les façades ne sont hélas pas encore restaurées. Jolie boutique de glaciers. Sur notre droite, allons voir l'église Sveta Marina. Cette belle maison est en cours de restructuration à l'intérieur. Cette partie est déjà plus restaurée. On aperçoit les belvédères de la vieille ville qui s'établit sur 3 collines. Sveta Marina, c'est par ici. Vue sur le minaret de la mosquée Djoumaya. Poursuivons vers l'église. L'église se trouve dans cette petite rue ombragée.
Cette église a été élevée en 1835-1836. C'est une église orthodoxe, bien entendu. Le site est vraiment très mignon. L'intérieur de l'église est un peu sombre, mais contient de superbes fresques. Il y en a déjà avant de pénétrer dans l'église, au niveau des voûtes. Observez la richesse de l'ornementation de la chaire. L'iconostase en bois sculpté date de 1821-1825. Et quand on dit bois sculpté, ce n'est pas peu dire. Superbe peinture murale de 1932.
Sveta Marina est vraiment une très très belle église. Rejoignons la rue du prince Alexandre Ier de Battenberg. Retour sur cette belle rue piétonne, artère principale de la ville basse. Une enseigne occidentale. Comme on le voit, la rue du prince Alexandre Ier de Battenberg n'est pas une toute petite rue. Ici, elle s'incurve vers la place Djoumaya, où se trouve la mosquée. En vue de la mosquée Djoumaya. Parvenu place Djoumaya, nous pouvons voir en contrebas les vestiges du stade romain. Une partie seulement de ces vestiges ont pu être mis au jour, parce qu'évidemment, si on avait creusé davantage, eh bien, on aurait fait s'écrouler les beaux immeubles de la rue. Le stade romain est le vestige de ce qui reste de l'antique Trimoncium. Tel était le nom de Plovdiv dans le monde romain. Et tout cela est dominé par la mosquée Djoumaya, témoignage du passé turc de la ville. On admire ces murs où la pierre et la brique se mêlent en harmonie. Le muezzin appelle toujours à la prière, je l'ai entendu hier soir. Nombreux chats plovdiviens, j'en ai vu beaucoup depuis que je suis arrivé dans cette ville. Le stade antique a été construit sous le règne de l'empereur Marc Aurèle et il a été dégagé à partir de 1977. Et comme je l'ai dit, la majeure partie de ce monument est hélas encore enterrée. On ne peut pas la déterrer à cause des immeubles. Et l'on dit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 30 000 spectateurs, car ce Colisée faisait 190 mètres de long sur 30 mètres de large. La circulation est incessante à Plovdiv, la circulation piétonne. Pour se faire une idée de l'ampleur du monument, voici la partie déterrée
Et voici la totalité de ce que ça devait être. N'ayons pas peur d'enlever nos chaussures et allons voir la mosquée de Jumaïa. Celle de Sofia m'avait beaucoup plu. La mosquée des bains. Cette structure en bois sur le flanc nord de la mosquée fait furieusement orientale. La mosquée semble fermée pour l'instant. De ce point, on aperçoit la tour de l'horloge, qui est une construction turque. Cet endroit est si bien exposé que des palmiers y poussent. Nous allons poursuivre vers le nord, toujours dans la rue piétonne. Une autre porte de la mosquée, mais elle est fermée également. Mais j'ai mal regardé. Apparemment, l'entrée se trouve au niveau de la façade en bois de la pâtisserie. Allons voir si c'est ouvert finalement. Par chance, c'est le cas. Vous ne m'avez pas entendu parce que je n'avais pas le droit de dire un mot dans la mosquée où j'étais piloté. La rue du Prince Alexandre Ier de Battenberg se poursuit dans ce quartier dit de Kapana. La rue était plus aristocratique précédemment. De ce côté, c'est plus populaire. Cela m'évoque un peu les Ramblas de Barcelone.
fait, à partir de la mosquée, désormais, la rue change de nom. C'est la rue Raïko Daskalov. Elle relie les deux principales mosquées de l'ancienne Plovdiv, Filibé, du temps de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'est pas complètement parti. On poursuit vers la Maritza. Du propre, mais il y a encore des façades à restaurer. J'ai vraiment l'impression que c'est les Ramblas. Le haut est beau, le bas l'est moins. On approche du boulevard du 6 septembre. Un bâtiment qui sera assurément superbe une fois qu'il aura été retapé. On aperçoit le minaret de la mosquée Imaret. Un passage souterrain permet d'aboutir de l'autre côté du boulevard du 6 septembre. Le quartier est plus délabré par ici, il ne faut pas se le cacher. Allons voir la mosquée Imaret. La mosquée date de 1445. Elle est entourée par un petit jardinet. Imposant portique devant la mosquée. Pas de chaussures dans une mosquée. Vérifiez que vous n'avez pas de trou à vos chaussettes. Je suis en règle. Elle est plus simple que la mosquée de Jumaïa. Le dôme central repose sur des tambours à stalactites. Traces de fresques. L'école coranique ou madrasa se trouve à droite de l'entrée. Ressortons de cette mosquée. On se dirige vers les anciens bains turcs.
on aperçoit le grand hôtel Plovdiv qui surplombe la Maritsa. Avant de voir les bains turcs, nous nous trouvons devant l'église des Saints Cyril et Méthode. L'église des Saints Cyril et Méthode présente un important portique à colonnade néoclassique. L'église comporte une iconostase de la fin du XIXe siècle. L'église est coincée dans un petit jardinet. Son accès en est farouchement défendu par un tigre. Poursuivons cette fois vers les bains turcs. Un beau catalpa avec ses gousses. Nous voici en vue des bains turcs, dit également le hammam des couples. Il y a deux sections, enfin il y en avait deux, un pour les hommes, un pour les femmes, et les conjoints, les époux pouvaient s'y rendre bras dessus, bras dessous. Aujourd'hui, c'est un centre d'art contemporain. Les dômes de Saint Cyril et Méthode apparaissent par l'arrière. Un congrès félin. On repasse derrière la mosquée et l'on voit alors le cimetière musulman. Dans le coin se trouvent deux petits musées que nous n'aurons pas le temps de visiter. On trouve donc le musée archéologique qui contient une belle collection de numismatique byzantine, trésor de 786 pièces des 11e et 13e siècles. C'est ici que se trouvait le trésor de Panagyurishte. Juste à côté du musée archéologique se trouve le musée de l'unification de la Roumélie orientale avec la principauté bulgare. Il faut se souvenir en effet de cet aspect de l'histoire de la Bulgarie qui a eu lieu en 1885. Après des occupations thraces, macédoniennes, romaines, slaves, byzantines, avoir été intégrée à deux empires bulgares, la Bulgarie a été occupée par les Ottomans pendant 5 siècles. Après la guerre russo-turque de 1877-1878, le traité de San Stefano, révisé par le Congrès de Berlin, a créé une principauté de Bulgarie, capitale Sofia, et une province de Roumélie orientale, vassale de la Sublime Porte, l'Empire ottoman, capitale Plovdiv. C'était en 1878 et il a fallu attendre septembre 1885, le 6 septembre, pour que ces deux entités fusionnent en un royaume de Bulgarie. Et ce musée est consacré à ces événements. Mais bien évidemment, il faut vraiment s'y connaître en histoire bulgare. Voici l'entrée du musée archéologique dont nous avons vu l'arrière tout à l'heure et qui se trouve dans le prolongement du musée de la réunification des deux entités bulgares.
Nous allons à présent rejoindre la Maritsa et le passage couvert. Nous sommes dans la rue du Khan Kubrat, une figure importante du premier empire bulgare. Il est temps que je me grouille pour rejoindre le passage couvert, car le tonnerre gronde. Retour à la rue Raïko Daskalov. Direction cette fameuse passerelle. Et voici la variante locale du Ponte Vecchio de Florence. En Bulgarie, il est obligatoire de circuler en automobile avec les feux allumés, même de jour. Des vraies boutiques de bric-à-brac. Tout ce qu'il faut pour le diabète ou le cancer avec les colorants. La rive nord. Où l'on constate bien ici que la Maritsa est un fleuve peu profond qui ne se prête pas à la navigation. Pour notre second film, j'espère que nous aurons du beau temps, et apparemment ce sera le cas, pour aller voir la vieille ville, qui est de loin bien plus intéressante encore que cette ville basse, dont certains aspects pourtant n'étaient pas déplaisants. Voilà le Ponte Vecchio de Plovdiv. Le minaret.